Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence stratégique et géostratégie. Intelligence stratégique et géostratégie. Collection dirigée par Viviane Ducastel. La collection Intelligence stratégique et géostratégie vise à mieux comprendre les évolutions du monde découlant de la nouvelle donne géopolitique en construction. Le recours à l'intelligence stratégique et à la géostratégie sont des incontournables du décryptage du monde. Les éditions L'Harmattan ont souhaité éclairer les lecteurs sur les changements géostratégiques en créant cette collection, Intelligence stratégique et géostratégie. Celle-ci se donne pour objectif de présenter des analyses et des mises en relation d'événements internationaux, ainsi que des projections de la géographie et des composantes intrinsèques des États, face à un contexte spécifique dans une perspective stratégique. Dernière parution. Viviane Ducastel, Choix énergétiques, quels enjeux 2015. Isabelle Tisserand, Sécurité alternative. Éducation et culture pour tous, 2014. Jean Bigot, Quand la Papouasie s'éveillera, 2014. Viviane Ducastel et Paulo Brito, Groenland, entre indépendance et récupération géostratégique. Enjeux, défis et opportunités, 2014. Jean-Pierre Hoët, Comprendre l'énergie. Pour une transition énergétique responsable, 2014. Fanny Okowal, Être femme, une chance. Quelle stratégie pour une vraie égalité? 2014. Jeanne Riva, Europe à géométrie variable, la survie de l'UE, 2013. Chantal Revaud-Dallon, Feulepsy, 2013. Julie Elie, Nous ne sommes pas des quotas. Manifeste contre la discrimination positive, 2013. Jeanne Riva, La difficile cohabitation État-nation-Europe, 2013. Dédicace. À Anne-Angélique. Citation. L'altruisme a été le concept central de mes recherches car il est le plus englobant, mais on n'en oubliera pas pour autant que fondamentalement c'est d'amour qu'il s'agit, d'un amour qui s'étend à tous, y compris soi-même. Mathieu Ricard. Remerciements. Nombreuses sont les personnes ayant contribué à cet ouvrage. À tous ceux dont le nom ne figure pas ci-dessous, pardon et merci. À Nicole et Pascal Pierre, Anne-Marie et Luc Higounet, Belkacem Tatem pour leur accueil chaleureux, les discussions fécondes, leur soutien, nos remerciements affectueux. À Madame Eva Silly, Messieurs Christophe Dejour et Gérard Lopez, pour leurs enseignements et leurs encouragements, nos remerciements les plus vifs. À Malka de Alcaraz, Jocelyne Aka et Olivia Revaud-Dallon, pour leur relecture attentive, une brassée de remerciements sincères. À Claudie Bodino, pour les échanges enrichissants, nos remerciements adelphiques. Aux auteurs cités dont les travaux ont éclairé et nourri notre travail, nos remerciements admiratifs. À Sophie Darnaud, pour son travail de mise en page, nos remerciements équilibrés. Aux amis et amies, pour leur fortifiante amitié, nos plus tendres remerciements. À vous, lectrices, lecteurs, nos remerciements émus. Introduction. Considérant notre société globalisée, le principe, énoncé en anthropologie, selon lequel il ne peut exister qu'une seule civilisation dans un espace géographique donné, est parfaitement respecté. L'espace géographique donné, c'est la planète. Sa civilisation unique repose sur la loi devenue universelle du patriarcat. Cette civilisation unique présente des formes plus ou moins différentes chez les différents groupes, ethniques, professionnels, religieux, etc., qui ne doivent pas nous aveugler. Ce sont les variations sur un même thème, celui de la domination masculine. Cette loi de la domination masculine insère définitivement les humains dans un rapport de domination avec leur environnement, humain aussi bien que naturel. Elle est à la base du processus de mondialisation comme de toute construction sociale, c'est-à-dire construite par la société. Dans les discours sur la situation du monde, les causes et les remèdes aux problèmes, les domaines principalement et massivement explorés sont ceux de l'économie, l'écologie, la politique, la géostratégie, la géopolitique. Autant de réflexions se déroulant dans le cadre de pensée propre à notre civilisation. Le cadre de pensée est déterminé par la conception ou la représentation que nous avons du monde, et donc, la réalité dans laquelle vit chacun de nous.
Cette civilisation précise dans laquelle nous vivons induit une représentation particulière, différente de ce qu'elle serait dans une autre civilisation. Tout un chacun peut observer que le cadre de pensée, la vision ou la représentation du monde, n'est presque jamais inclus comme une donnée déterminante de l'orientation des réflexions sur l'économie, l'écologie, la géostratégie ou la géopolitique. Comme si l'on tentait de comprendre ce qui empêche de résoudre un problème d'arithmétique sans tenir compte du fait que la règle, à laquelle on obéit sans même y penser, interdit d'utiliser les chiffres pairs ou impairs. Pourtant, le fait de ne pas utiliser les chiffres pairs détermine à la fois la compréhension du problème, sa résolution et la compréhension de l'échec à cette résolution. Ou bien encore, comme dans le film Robocop, le moment de son activation étant filmé en caméra subjective, nous voyons donc ce que voit le personnage. Ouvrant les yeux, il les pose sur différents points du paysage avant de les fixer sur un objet précis. Puis la partie avant de son casque munie d'une grille est rabattue, on voit alors le paysage à travers la grille. Toutefois, l'homme s'habitue à cette grille, de sorte que celle-ci devient de plus en plus floue jusqu'à disparaître complètement. Dès lors, pendant la suite du film, parce qu'elle n'est plus visible, on oublie qu'elle est là. Pourtant, elle est présente comme un filtre entre le paysage et le personnage, structurant et limitant son champ visuel. De même le patriarcat. Le fait d'être une société patriarcale, telle la grille de Robocop, influence toute la pensée de tous les humains, femmes et hommes à leur insu. Dans cette situation, l'idée du monde, celle des philosophes scientifiques, religieux, psy et de tout un chacun est façonnée par le patriarcat et logiquement tente à le maintenir. Telle la grille de Robocop, la grille de lecture du monde qu'est le patriarcat est méconnue, oubliée, occultée et opérante. Ainsi, quand en toute bonne foi, les humains se croient objectifs dans leur étude, ils sont en réalité sous influence de sorte que leur pensée dans son ensemble et les conclusions de leurs réflexions sont déterminées, limitées et orientées en fonction des impératifs du patriarcat. Ils peuvent sincèrement faire de leur mieux pour être objectifs dans leurs observations, raisonnements et conclusions. Mais ils se leurrent. Car le fait d'être une société patriarcale détermine la vision que nous avons du monde autant que ce que nous en faisons. Car le fait d'être une société patriarcale détermine à la fois la compréhension des problèmes posés par l'état présent du monde et l'échec à leur résolution. Pierre Bourdieu commence ainsi le premier chapitre de son ouvrage La domination masculine, étant inclus, homme ou femme, dans l'objet que nous nous efforçons d'appréhender, nous avons incorporé sous la forme de schèmes inconscients de perception et d'appréciation, les structures historiques de l'ordre masculin. Nous risquons donc de recourir pour penser la domination masculine à des modes de pensée qui sont eux-mêmes le produit de la domination. C'est-à-dire que la femme ou l'homme pensant par exemple à la division du travail, n'y questionnera pas la suprématie masculine car elle leur apparaît comme une donnée, ou une caractéristique, du monde, mais l'intégrera à son raisonnement. Ce qui, à l'évidence, invalide quelque peu le résultat de sa réflexion. Pour la clarté de l'exposé et de façon schématique donc réductrice, nous opposerons inné naturel à acquis culturel. Considérant que d'abord il y eut l'inné, le biologique, le visible. Des corps similaires en apparence à une différence anatomique près, celle des sexes, la conséquence fonctionnelle de cette différence a d'abord été inconnue. Cette conséquence fonctionnelle n'apparut que dans un second temps, quand advint l'état de fait, les femmes seules portent les petits. L'adaptation des premiers humains à cette situation est de l'ordre du social, donc de l'acquis et constitue le fondement de notre civilisation. Structurée en une hiérarchisation des deux genres constituant l'espèce humaine, le patriarcat est la loi, devenue universelle, sur laquelle les premiers hominidés ont édifié la civilisation dont nous participons encore aujourd'hui. La loi de la domination comme mode relationnel. Le matriarcat en tant que système social dans lequel la femme a un rôle prépondérant par rapport à l'homme, n'a jamais existé. Le matriarcat ayant existé est un système de parenté. Il définit les liens entre les membres de la famille, la circulation des biens et des personnes et désigne un type précis d'organisation du groupe familial. Composé du latin maté mère, méter en grec et non femme, et du grec arché, ordre ou commandement, il signifie littéralement ordre des mères. Ordre fondé sur la maternité et la filiation maternelle, il n'établit, contrairement au patriarcat qui a plus à voir avec le pouvoir politique que l'organisation familiale,
aucune suprématie d'un genre sur l'autre. Souvent confondu avec la gynocratie ou gynécocratie, modèle théorique jamais observé d'un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des femmes, le terme matriarcat a été construit à la fin du XIXe siècle sur le modèle de patriarcat. Initialement, matriarcat était employé dans le sens de système de parenté matrilinéaire, tandis que le patriarcat désignait bien, comme l'indique son étymologie, un système social dominé exclusivement par les hommes. Mais matriarcat fut très tôt compris comme le pendant symétrique du patriarcat, pour désigner un type de société où les femmes détiennent les mêmes rôles institutionnels que les hommes dans les sociétés patriarcales. Il n'existe pas de société humaine connue où le matriarcat, entendu dans ce sens, ait existé. En effet, les anthropologues distinguent trois termes. Matrilocal, l'époux va habiter dans le village de l'épouse. Matrilinéaire, la transmission du statut social, du nom et des biens, le matrimoine passe par la lignée maternelle. Matriarcal, à la fois matrilocal et matrilinéaire, comme la société patriarcale est patrilocale et patrilinéaire. L'anthropologie admet l'existence dans le passé de sociétés ancestrales matriarcales, où l'époux va habiter dans le village de l'épouse et la transmission du statut social, du nom et des biens passe par la lignée maternelle, ou simplement matrilinéaire, la transmission du statut social, du nom et des biens passe par la lignée maternelle. Certains chercheurs suggèrent que ce type de matriarcat aurait précédé le patriarcat dans les sociétés de cueillette et de chasse, puis dans celles d'élevage où se pratiquait le culte de la déesse mère. Toutefois, si vraisemblable qu'elle paraisse, cette hypothèse n'a pas été confirmée. L'anthropologue Françoise Héritier l'a précisé, les seuls exemples que l'on a des sociétés matriarcales sont mythiques. Des sociétés où le pouvoir serait entre les mains des femmes avec des hommes dominés, n'existent pas et n'ont jamais existé. Il n'y a pas de société matriarcale, parce que le modèle archaïque dominant sur toute la planète est en place dès le départ. Dès que l'homme a conscience d'exister, que son cerveau commence à fonctionner, qu'il cherche à donner du sens, le modèle s'installe, en réponse nécessaire aux questions posées. Le matriarcat est généralement présenté comme un type de société non sexiste au sens moderne du terme, puisqu'il n'aurait pas entraîné de rapport de domination d'un sexe sur l'autre, en particulier des femmes sur les hommes. Il s'agit par conséquent de sociétés fort peu hiérarchisées et horizontales dans lesquelles les femmes s'organisent en groupes d'entraide mutuelle et de coopération dans les activités quotidiennes, afin de conserver la vie. Maria Gimbuta, archéologue et anthropologue, spécialiste des cultures indo-européennes et pré-indo-européennes, ex-chercheuse à l'université de Harvard, préfère le terme de société matristique pour désigner un type de société qui perdura, selon elle, des dizaines de millénaires, depuis l'Aurignacien au Paléolithique inférieur jusqu'au début des temps historiques vers -3000 où le patriarcat se serait peu à peu institué. Ces théories, en particulier celle du culte de la déesse qui se serait universellement répandue durant toute la préhistoire, se fondent sur ses recherches et se basent sur les campagnes archéologiques qu'elle a dirigées 15 années durant dans ce qu'elle appelle l'ancienne Europe, pré-indo-européenne, principalement dans les Balkans et le long du cours du Danube. Ce système ne se baserait pas sur une discrimination sexuelle, mais sur l'importance accordée au féminin, la femme incarnant la reproduction de l'espèce et son espoir de pérennité dans une dimension temporelle qui n'était pas linéaire comme elle le devint avec le patriarcat, mais circulaire et cyclique où prend naissance le mythe de l'éternel retour. L'existence d'un tel système social durant la préhistoire n'est plus guère mise en doute aujourd'hui, même si ethnologues, archéologues et anthropologues ne sont pas toujours d'accord sur sa définition. Ce qui pose davantage problème aujourd'hui est de savoir pourquoi et comment le patriarcat s'y serait substitué pour s'imposer avec l'invention de l'agriculture, entre -5000 et -3000. Il semblerait que dans la société matristique, les rapports entre femmes et hommes étaient assez égaux, même si une relative prépondérance était accordée au féminin en raison de la religiosité qui entourait la maternité. Le matriarcat ne dut probablement jamais maltraiter les hommes, et le passage au patriarcat dut se faire dans une relative égalité des sexes, jusqu'à ce que pour des raisons qui restent à étudier celui-ci s'instaure définitivement dans la violence et par la discrimination. Peut-être que cette même violence et suprématie physique masculine, que les femmes avaient réussi à neutraliser par le biais de la religion des millénaires auparavant,
en sortant l'humanité de l'animalité ressurgit-elle quand ceux-ci s'emparèrent de la religion. La plupart des humains vivent actuellement dans une société de type patriarcal, qui montre cependant des signes de changement dans les sociétés post-industrielles occidentales. Nous soulignons cette dernière partie de la citation, car c'est en effet d'abord dans les pays occidentaux que s'accomplit la révolution conduisant inéluctablement à la fin du patriarcat. Nul doute qu'avec le temps, le reste du monde suivra cette évolution. Des caractéristiques matrilinéaires existent encore de nos jours dans des sociétés patriarcales, comme par exemple la transmission de la religion. Partant du principe que la seule filiation maternelle est une certitude et puisque la religion y est un héritage, les enfants sont considérés appartenir à la religion de leur mère. Alors que l'usage de ce terme était restreint aux sociétés humaines, on a récemment observé et décrit des sociétés matriarcales chez de nombreuses espèces animales comme les lions, les éléphants, les orques, les hyènes, les bonobos. Il nous revient d'observer et réfléchir afin de prendre conscience du changement en cours dans notre mise en œuvre de la loi patriarcale. C'est maintenant, dans chaque pays à sa façon et à son rythme. Le déclin du patriarcat est global. La société patriarcale, dans un monde en mutation. Du latin ecclésiastique patriarchatu, le mot patriarcat désigne la forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans les domaines politiques, économiques, religieux, culturels et où détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. C'est aussi le territoire soumis à la juridiction d'un patriarche, défini comme une dignité ou fonction religieuse. C'est la forme d'organisation sociale, majoritaire tant dans le temps que dans l'espace, des civilisations humaines connues. Et donc de la nôtre. La loi qui régit notre civilisation instaure une relation dominant-dominée entre l'homme et la femme. Cette loi ordonnant à l'homme d'être dominant par rapport à l'être vivant le plus proche de lui, sa domination s'est naturellement étendue à tout le reste de la nature, y compris les hommes, les autres. Le patriarcat est la donnée de notre monde qui se présente comme allant de soi. Celle qui, sauf par les féministes et leurs sympathisants, n'est jamais remise en question ni même mentionnée et encore moins prise en compte ou étudiée. Bourdieu fut en son temps l'un des rares à l'avoir sérieusement envisagé. Il y a un bien plus grand nombre d'écrits sur l'alternance du jour et de la nuit ou les religions que sur le patriarcat en tant qu'organisation sociale. Du reste, au mot patriarcat, Internet propose un nombre d'occurrences incomparablement supérieur sur les différents patriarcats ayant existé à celui sur le système social. Même l'inceste n'est pas à ce point tabou. Tabou est présent dans tous les domaines de notre vie, comme un filigrane que l'on ne remarque plus tant on y est habitué. En politique, en économie, dans les religions, dans la culture, les arts et sciences, la famille, l'entreprise, l'éducation, l'homme exerce le pouvoir et ou détient le rôle dominant par rapport à la femme. C'est dire que notre pensée, tant dans son fonctionnement, ses mécanismes et ses méthodes, que dans son contenu, le savoir et les croyances, est adaptée à cette définition du monde, ce paradigme. Les hommes et les femmes sont nécessairement et fortement conditionnés à ne pas voir ce qui est la base de leur pensée et de leur fonctionnement social. Nous sommes conditionnés à ne pas voir le patriarcat tel que nous le pensons et mettons en acte. Ainsi en va-t-il du mythe de l'homme violent car monstrueux. Puisqu'il ne ressemble pas à la figure du monstre, les autres segments du mythe évoquant l'emprise de la colère, la perte de contrôle, le passé d'enfant battu interviennent pour dire « oui, cet homme est violent, mais il n'est pas responsable ». La fonction du mythe, avant même de légitimer l'homme individuellement, a d'abord un rôle d'occultation de la domination masculine, véritable cause de la violence des hommes. Autrement dit, le discours social attribue la violence de l'homme à une monstruosité qui en réalité n'existe pas. De ce fait, l'homme violent auquel on est confronté n'étant jamais reconnaissable comme un monstre, sa violence est vécue comme un accident ou une maladie. Et rarement comprise pour ce qu'elle est, une conséquence de la domination masculine. Le mythe occulte la réalité des hommes violents. La stigmatisation, la figure du salaud devient un obstacle dans sa prise de conscience. Derrière l'écran d'images bien définies, le monstre, le salaud, le fou, la réalité est cachée, oubliée et à l'œuvre. Le mythe brouille les images de la violence masculine domestique. Sans doute a-t-il tapé, mais cela doit être une erreur, un acte exceptionnel.
Les violences domestiques sont les seules pertes de contrôle officiellement admises de la part d'un homme, un vrai. Notons que la confusion, voire l'inversion, de l'inné et de l'acquis est l'une des techniques basiques d'occultation de la domination masculine. Par exemple, la plus petite taille des femmes résultant de l'accès prioritaire des hommes aux protéines depuis la sédentarisation, est un caractère acquis, cependant elle est aujourd'hui présentée comme une caractéristique innée. Il en serait de même de la voix grave des hommes. Nous évoquerons seulement quelques aspects du patriarcat dans la culture. Les représentations. John Gray, avec sa métaphore des Martiens et Vénusiennes, propose des descriptions relativement pertinentes des comportements des unes et des autres, dans lesquels presque tous, nous pouvons reconnaître des connaissances ou soi-même. Toutefois, ces idées sont typiquement issues d'une pensée patriarcale. Tout son propos vise en effet à distinguer autant que possible les femmes des hommes. En faire des extraterrestres d'origine différente est le moyen de justifier l'impossibilité de comprendre l'autre sexe, et d'alimenter le mythe du mystère de la femme, tout en naturalisant ce qui est social. Car le recours à cette métaphore permet de traiter les schèmes de comportement comme des caractères innés déterminés par la planète de naissance. Or, ces schèmes comportementaux sont bien entendu transmis et acquis, puisque construits au fil des expériences et apprentissages. C'est une étrange vision du monde dans laquelle, en dépit de tout ce qui les sépare, les Vénusiennes accoucheraient indifféremment de Vénusiennes ou de Martiens, ce qui tout de même relève de l'exploit et suppose un petit quelque chose en commun. Les glissements progressifs du sens des mots et usages stratégiques de la langue. En passant du sanskrit au latin au français, on peut se faire une idée de la dérive du sens de certains mots. En sanskrit écrit avec les lettres de l'alphabet Devanagari. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.